Donc, je me dis, allez, tu sais quoi, j'arrête de me flageller, je fais au mieux. J'ai eu la chance de trouver cette drogue qui me permet de fonctionner et qui ne m'abîme pas. Voilà. Je suis heureuse et j'ai l'impression que là, le chemin qui me reste à faire n'est pas, comme je l'ai cru pendant des années, un chemin vers l'arrêt, mais un chemin vers l'acceptation. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est OK, je suis comme ça. J'ai une jambe de bois. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Il y a ces moments où on se dit qu'on a enfin trouvé un équilibre, où on croit qu'on a laissé derrière nous ce qui nous faisait tomber, et puis un jour on se rend compte qu'on n'a fait que déplacer le problème. On ne consomme plus ceci, mais on s'accroche à cela. On ne fume plus, mais on bosse sans relâche. On ne boit plus, mais on coche des listes, on suit des rituels. On trouve toujours un autre point d'appui, un autre refuge. L'addiction, ce n'est pas juste une question de substance, c'est une mécanique, un engrenage qui s'adapte, qui se transforme, mais qui reste là en fond sonore. Parfois discret, parfois assourdissant. On pense en être sorti, mais il suffit d'un moment de creux ou d'un trop-plein, d'un vide à combler, et voilà, qu'on replonge autrement. Notre invitée connaît bien ce cycle, Noémie Delattre. Autrice, actrice, féministe, engagée, a tout connu ou presque. La coke, l'alcool, les clopes, 2 paquets par jour pendant 20 ans. Et aujourd'hui, ce médicament à la codéine qu'elle n'a pas encore réussi à lâcher. Dans une vidéo récente qui nous laissait tous à réfléchir, si j'en crois les commentaires qui se sont propagés comme une traînée de poudre, elle posait les choses avec une sincérité brute. Et si mes obsessions, mes compulsions, mes addictions n'étaient juste que des béquilles après un accident? Pourquoi passer ma vie à essayer de les jeter alors qu'elles m'aident à avancer? Parce que c'est aussi ça, l'addiction. Ce n'est pas toujours une descente aux enfers spectaculaire, ce n'est pas toujours un drame visible. Parfois, c'est une gestion d'équilibre, un dialogue permanent entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement, entre le contrôle et l'abandon. Alors doit-on passer sa vie à essayer de se débarrasser de ces béquilles ou peut-on simplement accepter qu'elles font partie du chemin? Comment vit-on avec cette part de soi, sans honte et sans déni? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Noémie. Bonjour. Bonjour Karen. Je suis contente. Ouais, moi aussi, je suis très heureuse et c'est vraiment une gestion d'équilibre. Ouais. J'ai l'impression que, je peux rentrer chez moi. J'ai l'impression que t'as tout dit. Non, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est la parfaite conclusion, le parfait résumé de en tout cas, la manière dont je gère. Oui, toi, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de gérer cet équilibre et qui doivent, comme moi et plein d'autres, même si j'essaye souvent de gérer l'équilibre et souvent ça finit mal, mais il y a beaucoup de gens qui ont décidé de même pas toucher à plus rien du tout, en fait. Parce que l'équilibre, en fait, ça ne se trouve pas un équilibre, ça se cherche en permanence et c'est assez épuisant. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est épuisant. Ça fait partie des choses, effectivement, que j'ai comprises, que j'apprends à admettre, c'est que je suis addict, je le serai toute ma vie. Donc, toute ma vie, je vais devoir chevaucher ce truc et maintenir cet équilibre. Toute ma vie, je vais être gainée, quoi. Non, mais tu vois, ça, c'est ce que je suis en train d'admettre. C'est qu'effectivement, à la seconde où je baisse la garde, c'est fou, hein. C'est terminé. En fait, c'est une vigilance permanente. Voilà, c'est ça. Et comment tu définirais l'addiction ? C'est cette recherche d'équilibre pour toi ? Pour moi, alors c'est effectivement c'est le chemin que je suis en train de faire, de me poser la question, tu vois, où est la frontière entre un médicament et une drogue ? Où est la frontière entre une addiction et une aide, un soutien ? À quel moment on dit les antidépresseurs, c'est un médicament, c'est bien, c'est OK, la société valide, tout le monde valide, et tu peux en prendre toute ta vie, c'est OK. Enfin, tu vois. Et d'un coup, un autre médicament, parce que c'est pas un médicament, genre parce que c'est une drogue, parce que c'est des champis, parce que c'est, je ne sais pas. Alors là, on te dit non, c'est illégal, c'est pas bien, tu dois arrêter, tu dois faire des traitements, des cures. Enfin, tu vois. À quel moment ça se situe ? À quel moment c'est de la substance, quelle qu'elle soit, qui te maîtrise ? À quel moment c'est toi qui la maîtrise ? À quel moment parce que tu l'as très bien dit, il ne s'agit pas que de substance. Parce que tu dis, j'ai arrêté la coke, super. Ouais, tu bosses 20 heures par jour, en fait. C'est un problème. Donc, ce n'est pas une substance, le travail, et c'est plus socialement c'est en fait, il y a les drogues acceptables
Voilà. C'est ça aussi. Mais ça, c'est une chose. Entre le fait que ce soit acceptable ou pas, ça, c'est déjà un fait. Mais je pense que c'est surtout envers soi-même qu'il faut regarder le truc et pas penser aux autres. Et je pense que c'est, pour moi, quand est-ce que c'est une addiction, il y a le critère de souffrance. Ça veut dire que ça te fait perdre soit le contrôle de ta vie, soit ça te rend malheureux, soit ça te fait... en fait, tu as des descentes, tu as des lendemains très difficiles. Si ce médicament à la codéine, juste, c'est comme les gens qui sont sous substitut méthadone, ils sont comme ça toute leur vie. Socialement, c'est pas très acceptable. Les gens diraient quoi, il est encore sous méthadone? Mais en fait, tu peux vivre toute ta vie sous méthadone. Bien sûr. Mais je pense, en fait, je l'avais jamais formulé comme ça, mais je pense que c'est un très bon critère, la souffrance. Bah oui. Est-ce que, en fait, c'est savoir si on a envie d'arrêter ou pas. Effectivement, et moi, alors, malheureusement, moi, j'avais envie d'arrêter alors que je souffrais pas. Mais j'avais envie j'avais envie d'arrêter. Parce que socialement. Voilà. Parce que oui, c'est ça. Je me disais, enfin, socialement, et puis aussi. Enfin, il y a un moment où les critères sociaux, ils finissent par te pénétrer et faire corps avec toi et tu sais plus faire la différence. Ouais. J'étais là, c'est pas bien, faut que j'arrête. Genre, c'est pas bien, faut que j'arrête. Mais sans questionner le pourquoi c'est pas bien, pourquoi faut que j'arrête. Mais la vérité, effectivement, et c'est la réponse à laquelle je suis arrivée, mais je l'avais pas formulée aussi clairement que toi, c'est que, en fait, l'équilibre que j'ai trouvé là actuellement, avec un peu de ce médicament, un peu d'alcool, mais très peu, beaucoup de travail, mais quand même dans des limites acceptables. Enfin, tout ça, en fait, je fonctionne très bien, je suis heureuse, je ne souffre pas, je suis intégrée socialement. Tu perds pas le contrôle de ta vie. Ouais, donc en vrai, tout va bien. Bah oui. C'est de ça qu'on va parler, en fait. Mais c'est ça. Mais parce que c'est pas évident, il y a pas mal d'addicts comme toi qui souffrent, en fait, d'avoir l'impression que c'est pas bien. C'est pareil que quand tu fais pas de sport, par exemple, tu as l'impression que c'est pas bien. En fait, c'est un jugement perpétuel qu'on a sur nous-mêmes, quoi. Hein. Mais je veux dire, en vrai, c'est OK, tout ce qu'ils prennent, puisque de toute façon, ça leur fait pas... à part la santé, il y a aussi la santé qui compte. Mais moi, dans ce podcast, on parle pas de la santé, c'est pas le but. Je suis pas médecin, donc on fait ce qu'on veut. C'est plus, est-ce qu'il y a souffrance ou pas quand on consomme? Et est-ce qu'il y a souffrance ou pas quand on ne consomme pas aussi? Bien sûr. Bah alors ça, c'est parce que ce fameux médicament... Qu'est-ce que c'est alors? Je ne sais pas si j'ai le droit de dire... Enfin, je peux dire la molécule, composition. Donc en fait, c'est la codéine. Okay. Mais ce n'est pas la codéine seule. C'est la codéine associée à deux autres molécules qui sont, elles, pas ni toxiques, ni rien. Mais voilà, c'est l'association... C'est Doliprane non, codéine. Du coup, je préfère pas dire la totalité du truc. Et l'effet de ce truc-là, et comment est-ce que, justement, tu as commencé à prendre ce médicament et tu t'es automédiquée, en fait? En fait, au départ, c'était... j'ai eu une grave maladie des reins. J'ai une pyélonéphrite aiguë. Enfin, vraiment, j'ai failli perdre un rein et tout. C'était très, très grave, ouais. Et c'était pas du tout un hasard. C'était une période où j'allais hyper mal, où j'avais des relations extrêmement tendues avec mon entourage personnel, professionnel et tout. Enfin, c'était super dur. Cette maladie m'a foutu vraiment au tapis. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital, sous perf d'antibiotiques à l'hôpital. Et ensuite, encore 4 semaines de convalescence chez moi, médicamentée et tout. Donc, c'était vraiment... Enfin, chez moi, chez ma mère à l'époque, du coup. Parce que pour l'occasion, j'étais retournée chez elle. Ouais. Bref, donc c'était vraiment un gros truc. Et il se trouve que quand je suis revenue, je jouais dans une pièce et j'ai dû retrouver cette pièce et ces gens avec qui ça se passait super mal. Et en plus, dans la pièce, je devais jouer, danser un tango. Il y avait plein de trucs qui mettaient en jeu, les reins, etc. J'arrive quand même à gérer le truc et viennent mes règles. Mon premier cycle après la reprise. Et j'avais des règles assez douloureuses à l'époque, notamment à ce moment-là. Et voilà. Et là, je me dis, j'arrive au théâtre à 17h et je me dis, mais je vais jamais pouvoir danser ce soir. C'est mort. Il n'y a aucun moyen que j'arrive à danser. Et donc, je vais à la pharmacie en boitant, en pleurant, etc. Et en gros, je dis au mec, je raconte tout en disant, je dois jouer ce soir. J'étais vraiment en mode drame 2000, Mater Dolorosa. Et j'espérais qu'il me donne de la drogue, quoi. Je pensais qu'il allait me donner un truc d'opium, un truc super fort. D'abord, j'étais déjà droguée, donc je me dis, avec un peu de chance. Voilà. Et puis surtout, j'avais tellement mal que je me disais, il n'y a rien d'autre qu'un truc extrêmement fort. Voilà, donc j'y arrivais. J'étais très théâtrale pour le convaincre qu'il fallait, là, sans ordonnance, parce que je jouais dans 2 heures et qu'il y avait une urgence, me donner un truc très fort. Déjà, t'es optimiste surtout, parce que sans ordonnance, c'est très chaud d'avoir des choses. C'était il y a 20 ans. Ah oui. Ouais, c'était il y a 20 ans, même plus. C'était plus facile il y a 20 ans. Déjà d'une, parce que
T'avais 20 ans de moins, j'imagine, c'est ça. pour convaincre. et on est toujours plus persuasifs. Plus convaincante, il y a 20 avec ans. des gros nichons et la Exactement. police. Et tu les as toujours, je te rassure. Non, ils sont plus gros maintenant. Ah oui, c'est ça, voilà. Mais bref, donc en tout cas, j'avais cet espoir-là et tout. Et vraiment, le mec me fait, tiens, prenez ça, vous en prenez 2. Et donc, il me fait un truc sans ordonnance, et en plus, il me dit d'en prendre 2. Donc moi, je me dis, ok, c'est fucking Doliprane. On a pris 10. Le mec, il est... Non. Non, mais je me dis, bon. Bref, je prends les 2 cachets, je retourne au théâtre et tout, et on était dans une espèce de grande loge commune, et vraiment, on s'entendait hyper mal. C'était horrible, tout le monde se détestait. C'était vraiment atroce, quoi. Donc, tout le monde se maquillait en silence dans cette grande loge et tout. Et là, j'arrive, j'avais pris ces 2 cachetons, et vraiment, je me sens à toute ma vie. Hein. J'ai pris les 2 cachetons, je suis en train de me maquiller, et d'un coup, j'ai l'impression, tu sais, qu'est-ce que... D'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit nuage qui s'est mis sous mes fesses. J'ai l'impression que je flotte à 50 cm du sol. Je regarde autour de moi. Oh, la lumière est si belle. Ces gens sont si charmants. Oh, ma vie est si douce. Oh, mais que je suis belle. Tu vois, d'un coup, je suis là, mais genre en mode high. De ouf. Ah ouais, je me tape. On n'est pas là pour donner envie aux gens de chercher ce médicament. Non, parce que mais je vois. Après, je peux te dire tous les. D'abord, il y a très peu d'accoutumance. C'est aussi pour ça que je veux. Mais il y a quand même cet effet-là. Je l'ai perdu depuis longtemps. Mais donc, non, mais surtout, je découvrais. Enfin, tu vois. Donc j'étais qu'est-ce qui se passe, etc. Et effectivement, le sentiment d'avoir du nuage en moi. Donc, tu sais, d'être hyper légère, d'avoir aucune douleur, d'être... Enfin, voilà. Donc, c'est un antalgique très puissant. C'est ce que les gens ressentent beaucoup avec l'héroïne, hein? C'est ce que je vais apprendre plus tard à mes dépens. Tu vas voir. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, je prends ce médicament et je suis instantanément accro. C'est-à-dire qu'instantanément, je regarde au bout de combien de temps je peux en reprendre. Je vois qu'il faut attendre 6 heures. Je fais make it 4. Donc, je descends à 4 heures plus tard, bim. Et voilà. Mais je me dis, j'ai le droit d'en prendre que quand j'ai mal. Donc, je suis là, j'en prends pendant tout le temps de mes règles. Non, mais j'adore la phrase. Et je suis instantanément accro. Ah oui, mais ça, c'est l'addict en puissance. Elle prend un truc qui la soulage. Bam! Mais c'est fou. Non, mais toi, mais il faut qu'on parle de pourquoi, comment t'en arrives à être une addict aussi. Ah, mais t'es une addict. Et ce qui me tue, c'est que toi, t'as le droit de boire, de faire des trucs, et pas moi, alors que t'es une putain d'addict. Et donc là, tu te dis comment je vais faire pour en avoir tout le temps. Non, parce que là, en plus, c'est sans ordonnance. Ah ouais, en plus? Mais oui. Aujourd'hui encore? Ah non. Ah bon, tu vas m'expliquer. Ouais, je t'explique. Mais à l'époque, c'est sans ordonnance, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste que... Donc, à la fois, je suis tout à fait addictée depuis le départ, ça t'as bien compris. Et à la fois, aussi depuis le départ, je suis excessivement raisonnable. Je suis très structurée, je suis très raisonnable. Enfin, j'ai une pulsion de vie super forte. En gros, je suis autonome depuis que j'ai 5 ans. Donc, tu vois, je lâche jamais la rampe, quoi. Donc, ça veut dire quoi, autonome depuis que j'ai 5 ans? C'est-à-dire qu'à 5 ans, j'avais un papa qui était sur un autre continent, qui me voyait, et une maman qui était maniaco-dépressive et alcoolique, qui était... Enfin, donc, j'ai jamais été en danger physique, etc. Hein, tu vois, mais... Il fallait que tu saches te gérer. Il fallait que je sache me gérer. Hein, tu vois, à 6 ans, c'était les voisins qui s'occupaient de moi. 7 ans, j'étais chez ma grand-mère qui était hyper vieille. 5 ans, les voisins. 6 ans, la grand-mère. 7 ans, en pension. Ouais, il fallait se gérer, quoi. Ne serait-ce que... affectivement, enfin, tu vois, sur ok, c'est quoi la vie, c'est quoi la limite. Donc, t'as ces 2 côtés en toi. Donc, j'ai ces 2 côtés en moi. Et donc là, instantanément, je suis accro et instantanément, je me dis, oh putain, le danger. Mais je me le dis tout de suite, quoi. Enfin, tu vois. Et donc, mais quand même, je me mens, évidemment. Et je me dis, je le prends que si j'ai mal, que quand j'ai mes règles. Donc, chaque mois, j'étais là, vivement que j'ai mes règles. Oh oui, ça y est, j'ai mes règles. Oh, j'ai mal. Je suis obligée de prendre de la Prandali. On va l'enlever, t'inquiète. Je suis obligée de prendre ce médicament. Oh mon Dieu. Et donc, voilà, ces règles qui étaient un rendez-vous anxiogène devenaient un rendez-vous hyper gai. J'étais, cool, j'ai mes règles, je peux prendre du médicament. Wow. Donc, je prenais le médicament. Mais j'étais hyper, Sérieuse. C'est-à-dire, quand les règles étaient finies, j'arrêtais le médicament. Et même pas les règles. C'est très différent des addicts, tout ça. C'est ça qui est fou. C'est que, quoique, j'en connais pas mal aussi, il y a ce contrôle. J'ai un ami alcoolique, il ne se reconnaîtra pas puisqu'il n'écoute pas, heureusement, ce podcast, parce qu'il croit qu'il n'est pas addict. Mais il contrôle tellement bien quand il va boire et quand il ne va pas boire et combien il va boire et est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas. Jamais un verre pendant le boulot et tout. Moi, les gens pensent qu'un alcoolique, il ne peut pas s'empêcher de boire tout le temps. En fait, c'est faux. Les alcooliques, les addicts, en général, sont très bons dans le contrôle. C'est ça qui est fou.
La preuve, c'est que souvent, il y a les TCA, les troubles du comportement alimentaire, c'est du contrôle. Contrôle du poids, contrôle de ce que tu manges, contrôle des calories. Et pourtant, c'est des crises de boulimie. Bien sûr. Bon, c'est ça qui est passionnant quand même dans l'addiction, c'est passionnant. Vraiment. L'ambivalence, c'est folle. Ouais, ton sujet, il est c'est pas le mien. C'est celui de, à mon avis, 99% de la population. Ouais, mais justement, le fait d'en faire un sujet, tu vois, et d'essayer de voir tous les différents portraits et tout, je trouve ça génial. Je pense que ça concerne tout le monde, moi. Donc vraiment. En vrai, oui. Ouais. Et je pense que les gens comme nous qui sommes excessifs là-dedans, du coup, on sert d'archétype, mais qu'en vrai, tout le monde à moindre niveau, tout le monde peut se reconnaître dans ces comportements, je suis sûre. Donc à ce moment-là, je vais arrêter de te couper maintenant. Allez. Donc je suis hyper réglo, enfin tu vois, paf, ok, j'ai mal que les 3 premiers jours, enfin j'ai mal la veille en SPM et les 2 premiers jours, je ne prends le médicament que ces 3 jours-là, pas un jour de plus. Et puis un jour j'ai mal, j'ai une migraine en dehors des règles. J'avais pas pensé à ça. Je peux en prendre à ce moment-là aussi. Oh, vivement. Et donc, tu vois, mais oui, n'importe quelle maladie, n'importe quel bobo, mais bien sûr. Ça fonctionne. Crac. Je veux dire, ça enlève les douleurs, quoi qu'il arrive. Ça marche très bien. Ouais. Okay. Oui, en plus, ça marche très bien. Mais quand même, ça marcherait pas. C'était quand même une possibilité. Voilà. Mais donc, jusqu'à présent, à chaque fois, j'arrivais à me mentir. C'est qu'il y avait toujours une raison médicale, avec des énormes guillemets. Voilà. Et il y a eu un jour, c'était la première fois, où je faisais une course de vélo d'amis, une course de vélo entre potes et tout, mais qui était une course de vélo dans les montagnes, 6 heures de machin. Moi, c'était pas du tout mon sport, le vélo. Et j'y allais, voilà. Et je me suis dit, peut-être je peux m'aider un peu, quoi. Voilà. Et ça, c'était la première fois que je prenais ce médicament de manière, alors pas encore de manière récréative, mais pour m'augmenter en tout cas. Tu vois. Donc, du dopage. Du dopage. Voilà, c'était du dopage. Et il se trouve que c'était l'époque... la course de vélo, c'est l'époque où je consommais beaucoup d'alcool et beaucoup de coke et des extas, et je faisais beaucoup la fête. Et jamais tu as eu envie de prendre ce médicament pour dormir ? Ah, ça ne fait pas dormir. Ah. Non, ça ne fait pas du tout dormir. Pas du tout dormir. Non, ça ne fait pas du tout dormir. Non, justement, il y a de la caféine dedans. Ah. Le dosage est parfait, c'est-à-dire qu'à la fois... Ne donne surtout pas le nom de ce médicament. Parce que moi, si je sais ce que c'est, je vais l'acheter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais remarque, moi, j'ai cette trouille-là quand même. J'ai très peur de prendre quelque chose qui soit tellement bon qu'après, la vie me paraisse horrible sans. Moi, j'avais pas... je l'ai pas, en tout cas, conscientisé comme ça quand je prenais de la cocaïne. Je me m'étais pas dit, c'est génial, ça rend la vie géniale. Pas du tout. C'était festif. Enfin, tu vois, mais là, c'est vraiment dans l'optique de s'augmenter, dans l'optique que la vie soit plus douce. De te dire, de te conseiller. Enfin, je pense que c'est génial. Il n'y a pas d'accoutumance, t'imagines ? Ah oui, non, mais arrête, tu vas nous le vendre là. Elle va nous faire pas de notre subvention. Mais non, mais parce qu'en vrai, presque. Enfin, alors peut-être je saute des étapes, mais en gros, ce médicament n'a pas d'accoutumance. Donc je suis au même dosage depuis 25 ans. Tu veux dire, l'accoutumance, tu l'as bien expliqué dans ta vidéo, c'est qu'on n'a pas besoin d'augmenter les doses. C'est-à-dire que ton corps ne s'habitue pas. Il n'y a pas ce truc qui fait que tu augmentes jusqu'à l'overdose. À la différence de l'addiction, qui fait que tu as envie d'en reprendre. Mais l'accoutumance, voilà. Donc il n'y a pas d'accoutumance. J'ai les mêmes doses depuis 25 ans. Et quand tu dis les mêmes doses, en fait, ça veut dire quoi ? Parce que tu t'en prends plus que... Non, mais... Non, justement, je n'ai pas augmenté mes doses. Mais par exemple, là, quand tu t'en prends pour faire une course de vélo, ça s'appelle augmenter les doses, puisque normalement, tu ne dois pas le prendre là. Ah, non, mais alors oui, c'est pour ça que je dis que je fais un saut dans le temps. Moi, je veux comprendre, vas-y. Attends, je reviens au vélo. Je reviens au vélo. Donc, à cette époque-là, j'ai coke, alcool, drogue, enfin tout, voilà. Et donc, je suis entourée de gens aussi qui consomment tout ça. Et qui me disaient, mais c'est marrant ton truc, vas-y pour la course de vélo, vas-y donne. Parce qu'évidemment, c'était comme des gens comme moi assez responsables, donc on n'allait pas commencer à se taper des traits avant une course de vélo avec des enfants, tu vois. Donc ce médicament, c'était parfait. C'était un truc, tu vois, pour s'augmenter un peu, mais c'était pas une drogue, en plus c'était en vente libre, donc c'était, vas-y, fais péter, quoi. Et puis, ils ont aimé, donc il y en a qui ont commencé à, justement, les soirs où ils voulaient pas se droguer, ou pas boire, ou pas machin, se dire, tiens, est-ce que je me prendrais pas... Donc le côté récréatif de ce médicament a commencé à... Mais moi, je résistais encore à ça. Enfin, j'avais toujours ce côté vraiment extrêmement sérieux. C'était, ou je me la colle, ou je me la colle pas, quoi. Mais tu vois, si je vais pas commencer à me droguer la journée... tu vois, j'avais un truc avec le jour et la nuit, très
genre les afters qui se terminent au petit matin. Moi, Ça, t'as jamais pu? Ah non, j'ai envie de me flinguer. Jamais pu? Ah non, quand le soleil se lève, il faut que ça s'arrête. Merveilleux. Ouais, quand le soleil... non, je l'ai fait plein de fois, parce que j'étais entraînée. Voir le soleil se lever, c'est la pire des sentences. Hein. La pire des sentences. Pour moi, c'est vraiment... ça me donne envie de me flinguer. Mais évidemment, maintenant, je le vois se lever, d'ailleurs. Mais oui, mais parce que tu t'es levé à temps. Parce que je me lève avant lui. C'est beau, hein. Mais c'est ouais. Bref, donc là, tu veux pas vivre un quotidien avec ni la drogue, ni ce cachet. Non, mais voilà. Et puis... Par contre, tu fais tomber les autres addicts. Tous tes potes deviennent accros à ce médoc. Non, personne. D'accord. Mais en tout cas, je commence à voir il m'arrive de temps en temps de prendre ce médicament pour autre chose que pour me soigner. D'un coup, je vais en prendre pour m'augmenter. D'un coup, je vais en prendre pour kiffer. Si t'as peur. Voilà, mais ça s'arrête là. Mais c'est-à-dire qu'en gros, ça rentre. Voilà. C'est-à-dire que d'un coup, ce médicament rentre dans mon arsenal de trucs possibles. C'est-à-dire que je peux boire un peu, je peux boire beaucoup, je peux taper de la coke, je peux prendre des extas, je peux prendre ce médicament, je peux je peux fumer parce que je fumais à l'époque, je peux manger, voilà, ça rentre dans le cadre des trucs que je peux faire quand j'ai une pulsion ou une urgence ou un besoin, voilà. Juste ça rentre dans... Tu ressens ça, vraiment un besoin, une pulsion quand tous ces trucs que tu viens de citer, tu les fais quand tu ressens quoi exactement? Je suis encore en train de réfléchir. Je suis encore en train de... C'est pas évident. Hein. Non, mais disons que ce que je ressens, c'est une urgence. C'est un truc, je ne peux pas résister. Genre, tu veux dire, tu peux pas résister à tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu fasses un de ces trucs-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, généralement, tu vois, le départ, c'est comme une récompense. Genre, j'ai rien fait pendant 3 jours, ou j'ai super bien travaillé, ou j'en ai chié, ou une récompense. Et là, allez, ce soir, cette fameuse bride dont on parlait, ce fameux contrôle permanent, je lâche les chiens. J'ai le droit de le lâcher. Allez, ce soir, j'ai le droit de le lâcher. Et sauf qu'au moment où je lâche, c'est terminé. C'est terminé. Je peux manger, je peux me resservir 4 fois, je peux tomber 2 bouteilles de vin, mais sans, alors que j'en ai pas envie. Alors que j'en ai pas envie, que je suis déjà saoule, que j'aime pas le goût. C'est-à-dire que la liberté, le fait de pouvoir, de m'autoriser, va écraser tout, va écraser mes sensations, va écraser mon appétit, mon désir, ma satiété, ma conscience sociale, ça va tout écraser. C'est juste, j'ai le droit, j'ai le droit, je peux, je mérite. Enfin, tu sais, il y a une espèce de truc. Je connais par cœur. Alors vraiment, ça te parle, ça. Et l'idée de me l'interdire est intolérable. Intolérable. C'est intolérable. C'est-à-dire, je me vois faire le truc, j'en ai pas envie, je sais que c'est pas bien, je machin, etc. Et même, ça ne va même pas m'apporter, mais je préfère payer tout ça que me l'interdire. Je connais par cœur. Donc... C'est fou. Non, mais il y a une histoire de permission et de s'autoriser quelque chose. Ouais, c'est fou, hein, de s'autoriser. C'est un peu... Moi, j'ai la sensation, quand je fais ça, à chaque fois que j'y suis retournée, c'était plus pour dire, c'est un peu comme si mes parents sont sortis et j'ai le droit de faire n'importe quoi. Et il faut en profiter maintenant. Voilà, il faut rentabiliser. Et c'est maintenant. Exactement. Et ce ne sera pas demain. C'est ça. C'est hyper bizarre. Mais pourtant, toi, t'étais hyper libre depuis que t'as 5 ans, toi, c'est pas pareil. Moi, j'avais mes parents sur le dos. Ouais, mais pourtant, c'est la même chose. Putain, là, j'ai le droit maintenant, je dois rentabiliser ce droit, cette opportunité, ne pas le faire. Enfin... Ouais, ne pas le faire, ça serait se priver de quelque chose auquel tu as droit. Et puis un jour, et là jusqu'à présent, je ne sais pas, pour ma nature ou la vie faisait que j'avais pas de problème de poids. J'étais mince et voilà. Et puis d'un coup, je me suis mise, peut-être là, je sais pas, tu vois, d'un coup, ce que je mangeais, ça commençait à se voir, quoi. Genre, disons, est-ce que... Voilà. Et il se trouve que j'étais actrice, que j'étais complexée, que machin. Enfin, donc, il fallait que je commence à surveiller un peu. Donc, j'ai commencé à me poser ces questions de limiter l'alcool, de faire gaffe à la bouffe. Voilà. Donc, il y a eu un premier truc comme ça, où là, je me suis rendu compte que ce médicament, ça me faisait pas grossir et ça pouvait un peu remplacer un verre de vin, le verre de vin final. Ça pouvait remplacer peut-être une clope. Oui, aussi ça commençait à être l'âge où on se dit fumer c'est pas bien. C'était aux alentours de 2007 de la loi, tout ça. Enfin, tout commençait. Enfin, la société
française et moi-même, avec mon âge, on commençait à prendre conscience de, dis donc, est-ce qu'on ferait pas un petit peu gaffe à ce corps qu'on n'a qu'un et qu'après, sinon, on est mort. Voilà. Mais là, tu viens d'exprimer quand même la crainte de tous les addicts qui est de la mort. Hein. Oui, c'est ça. Et qu'après, il n'y a plus rien. C'est quand même ça qui est au bout du... il faut en profiter tant qu'on est là. Parce que mort, c'est pas, tiens, je vais mourir un peu puis je vais revenir. Non, c'est mort. Voilà. Enfin, personnellement, moi, je le pense pas, puisque j'ai une vision très, très spirituelle. Ça, moi aussi, je sais, on va parler. Mais je trouve que l'addict, cette peur le vide, vide-là, et ce manque, ce trou béant, là, comme ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la finitude, quoi. Et on veut pas que ça se termine, on veut pas que la fête se termine. Moi, je voulais pas que la fête se termine. Jamais. Non, jamais. Je veux pas quitter la fête, quoi. D'ailleurs, je viens de voir là un article qui parle de procrastination nocturne, je crois, ça s'appelle comme ça. Et le mot m'a attiré, mais en me disant, pourquoi ? Et en fait, c'est exactement ce que je vis, c'est de retarder le coucher pour se donner l'impression d'avoir du temps. Et c'est valable pour les gens comme moi qui sont en suractivité et qui ont lancé de courir après leur vie. Et en fait, le fait de se coucher tard alors que tu es crevé, et qu'en fait, ça va faire qu'aggraver, évidemment, ton état, voilà, mais te donne l'impression, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps. Sauf que le temps, il est entre 2h et 4h du matin. Moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'appelle, le fait d'avancer sans cesse l'heure du coucher. C'est moi, ça. Ah, toi, c'est ça ? Moi, si je peux me mettre au lit à 7h, j'y vais, quoi. Ah ouais ? Ah ouais, non, mais j'adore. Ah ouais, moi, la fin de la journée, c'est terminé, quoi. Ah, tu aimes la fin ? Non, j'aime bien aller au lit, j'adore dormir, j'aime bien j'ai tellement manqué de sommeil à cause de cette drogue de merde qu'est la cocaïne, et j'ai tellement eu de nuits blanches dans ma vie que je suis tellement heureuse de me coucher avant minuit et de dormir les meilleures heures, c'est-à-dire entre 22h et 2h du mat. Moi, c'est la folie. Après, à la limite, je me réveille, même si je me réveille à 4h du mat, je m'en fous. Je préfère avoir du temps le matin très tôt que le soir, quoi. J'adore. Alors, on arrête de parler de moi. Hop. Donc voilà. Et donc je commence à voir que ce médicament, c'est ça. Et je commence aussi je cherche tous les moyens. C'est là que je commence à trouver les Ricola, les bonbons sans sucre, les chewing-gums sans sucre, etc. Enfin, tous les gens qui me connaissent ma boîte. J'ai une boîte en métal. Je l'ai vue. Faut faire une photo après. Non, mais elle est dingue. Cette boîte, je pense sincèrement qu'elle a plus de 20 ans. La même, hein. Elle est cabossée de partout, etc. Et dedans, alors au départ, il y avait juste les chewing-gums et les Ricola, des Ricola de toutes les couleurs, etc. Mais maintenant, il y a aussi des médocs, parfois il y a un peu de drogue. C'est vraiment ma boîte à tout. Et très souvent, tu sais, je prends un bonbon, quelqu'un me dit, je peux en prendre un ? Je dis, oui, bien sûr, serre-toi. Attends, non, pas ça. Attends, touche pas. Laisse-moi te le donner. Mais elle est sans filtre, hein, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans sa boîte, elle te dit, mais quand tu dis un peu de drogue, ça veut dire que ça peut être de la coke ? Ah non. Non, ça, j'ai plus jamais ça sur moi et j'en achète plus jamais. Il m'arrive d'en consommer encore quand on m'en propose, mais je suis aussi capable de refuser. Très, très difficilement. Non, mais c'est vrai. Quand tu me proposes, c'est vraiment... Enfin, je pense que ça doit m'arriver une fois sur 10 d'être capable de dire non, mais c'est déjà, pour moi, énorme. Non, mais franchement, et c'est plus jamais moi qui initie. Plus jamais je dis, tiens, est-ce qu'on n'appellerait pas quelqu'un ? Est-ce qu'on n'appellerait pas un ami ? Jamais, c'est plus jamais moi. Le coup de fil à un ami, le fameux. Le coup de fil à un ami. Le 50-50. C'est ça, le 50-50. C'est vraiment ça, en fait, le coup de fil à un ami, 50-50, et tu partages avec tout le monde. Ouais. Mais donc, cette boîte, je l'ai vue, on va la prendre en photo. Elle est exceptionnelle. Et j'imagine que tu tiens comme à la prunelle de tes yeux. C'est-à-dire que tu la perds, tu meurs. Je serais vraiment très, très triste. Ouais, je serais vraiment super triste. Et en même temps, c'est étonnant, mais les gens la connaissent tellement que je pense qu'elle serait immortalisée dans la mémoire des gens. Quand je pense que je ne vais pas poser une seule des questions que j'ai prévues, c'est génial. Mais non, parce que je préfère ton histoire. Alors, on avance. Donc, voilà, je commence à voir tout. Donc, au départ, c'est pour pas grossir et essayer de limiter l'alcool et le tabac. Ça coupe la faim ? Non, pas du tout, mais c'est à la place. Du coup, c'est à la place 2. À la place 2, quoi. Tu vois, je me dis, dans mon arsenal, dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a ce truc-là qui n'est pas grossissant et qui, en plus, est un médicament. Et je ne voyais pas du tout le côté mauvais pour la santé. D'un coup, je me dis, ouais, c'est super, quoi. Et j'arrête de fumer. Alors que je fumais 2 paquets par jour depuis 20 ans. Ouais, j'arrête de fumer du jour au lendemain grâce à un gros travail de mindset et ensuite une séance d'hypnose. Une seule séance d'hypnose, collective en plus. C'est quoi le mindset surtout Le mindset, c'était... T'as fait quoi En fait, je crois que c'était d'abord la lecture du livre d'Allen Carr. Moi aussi, j'ai arrêté. Ouais, qui m'a... Mais ça m'a fait arrêter 24 heures. Ouais. Mais c'était la première fois de ma vie
que je percevais qu'en fait, arrêter, ça voulait juste dire ne pas fumer. Ouais. C'était à la portée d'un enfant de 3 ans, quoi. Ouais, c'est très simple de ne pas consommer, mais tout le reste, il suffit de ne pas le prendre. Il suffit de ne pas le prendre. Ouais. Donc, c'est la première fois déjà que j'avais ce truc-là. Et puis, je crois que c'est lui où je me souviens... Enfin, en tout cas, j'avais entendu parler de... Qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai commencé à fumer adolescente. Donc, je me suis construite avec cette image de fumeuse, etc. Je me dis, OK, qu'est-ce que ça... Enfin, je me suis construite... Enfin, la clope fait partie de ma construction. Donc, si je l'enlève, qu'est-ce qui va me manquer? En fait, qu'est-ce que ça vient... voilà. Et donc, j'ai réalisé, il y a des gens qui fument pour se donner une contenance, des gens qui fument pour mettre un écran de fumée entre le monde et eux, des gens qui fument... Il y a plein de... Tu vois. Et moi, j'ai compris que vraiment, je fumais, que c'était mon personnage de séduction. Que j'étais cette femme qui fume, qui est à la fois féminine mais qui a du pouvoir, qui est intelligente, qui est je suis une femme de tête. Moi, je fume, j'étais... Ça fait très intello. Voilà, mais intello sexy. Ouais. Enfin, tu vois, j'étais Colette avec la clope, tu vois. Donc, une fois que j'ai compris que c'était mon image, mon apparence et ma séduction, tu vois, qui était en jeu avec ça, je me suis mise à choper dans les médias toutes les personnalités, toutes les stars que je pouvais admirer ou que je pouvais trouver sexy ou que je pouvais trouver, tu vois, successful et tout, qui ne fumaient pas ou arrêtaient de fumer. Et je me souviens notamment que Vanessa Paradis avait arrêté de fumer à ce moment-là avec Johnny Depp et j'étais tu vois, ça avait été hyper, enfin pour moi ça avait été hyper fort. Je ne savais pas à l'époque que Johnny Depp était le plus gros trou de balle. Oui, parce que j'avais jamais porté. Oui, mais Vanessa Paradis, en plus, je crois qu'elle fume quand même. Elle a repris après. Ouais. Mais à cette époque-là, elle arrêtait de fumer. Et j'essayais de déjouer quelqu'un dans la rue, de moche, de répugnant qui fumait. Oui. Je faisais les deux. Ça aide beaucoup, ça. De se dire, je ne veux pas finir comme ça. Je veux pas finir comme ça. Je veux pas, voilà. Et donc, j'ai essayé de me construire vraiment une toute autre image de moi-même. Avec justement je mange des produits laitiers, je me lève tôt, le soleil, la douceur, les enfants. En fait, c'est toute une espèce d'iconographie avec la moustache des produits laitiers. Voilà, les produits laitiers. Voilà. Donc, tu vois, j'essayais de tout déconstruire. Voilà. Alors que moi, jusqu'à présent, mon image de moi-même, elle était sulfureuse, du rouge à lèvres rouge, le soir, la nuit, la voix grave, le sexe, tu vois, voilà. Et là, d'un coup, il fallait que je me construise une image de jour, avec du soleil, avec de la lumière, pure, qui prend soin de son... Tu vois, et j'ai vraiment fait un énorme travail de formatage, de mindsetting, quoi. Tu vois, d'arrêter d'être aveugle. C'est marrant que ça soit conscient, parce que moi, je l'ai fait, ce travail, mais sans le conscientiser. Sans le conscientiser. Et moi, j'ai tout seul, quoi. Des modèles. Tu vois, je suis allée regarder des photos. Je me suis vraiment fait des mood boards. Tu vois, pour changer. Le pouvoir de l'image, de la pub, en fait. C'est dingue. Hein. Ouais, ça marche. Ouais, comme quoi, oui. Des mood boards. C'est aussi comme ça que toi, tu fais fumer des populations entières en mettant un cow-boy avec un putain de Marlboro, tu vois. Exactement. Ouais. Et puis, c'est vrai que toi, féministe, il y avait ce côté-là au début de la femme puissante avec la cigarette qui est l'égale des hommes. Ouais, il y avait ce truc-là. Moi, je vais au fumoir. Ouais. Moi, je suis là où les décisions se prennent. Ouais, pour moi, il fallait qu'on dise, mais Keren, mais c'est un mec. Pareil. C'est ça mon ma kiff. fierté. Ah ouais. Ah mais moi, je saute du pont du Gard. Ah ouais, bien moi, sûr. Je fais moi, je fais du parachute, bien sûr. Ah ben moi, je me fais la bouteille de whisky, bien sûr. Ouais. Il y a Marjorie qui est là. Mais ouais. Mais ouais, sister. Non, mais je pense qu'on voulait être des mecs parce que justement, la différence était tellement énorme. Bah ouais. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'être un mec. Non, non plus. Non, je les regarde les pauvres. Ils sont tellement à la bourre. Ils ont tellement de travail à faire. Ils n'arrivent pas à évoluer. Non, ils sont loin. Bon, les on va les aider. Pauvres. Je vais perdre toutes mes écouteurs masculines, alors que c'est que des mecs qui écoutent. On vous aime. Ouais, j'adore. C'est surtout que les femmes sont plus addictes que les hommes. Ouais. C'est dans le cerveau. C'est vraiment ancré. Il paraît... Alors, j'avais lu un truc à l'époque qui disait que le corps féminin est... plus habitué et fabriqué pour s'adapter, puisqu'il doit s'adapter au changement de cycle, à la grossesse, aux règles, etc. Et donc, qui dit s'adapter, dit... le problème de l'addiction, c'est que l'addiction physique, c'est que ton corps va s'adapter. Du coup, quand tu lui enlèves ce à quoi il s'adaptait, ça crée un manque. Ah ouais, ça peut être une explication. Cette adaptabilité qui fait... Il y a ça, et puis il y a aussi les cerveaux qui sont totalement différents. On continue la chronologie. Ouais. Donc là, tu grossis pas, tu prends ce médicament et tu changes de mindset. Non, et j'arrête de fumer. T'arrêtes de fumer, surtout. Et j'arrête de fumer. Et là, t'as quel âge? J'arrête de fumer, j'ai 33, 34, un truc comme ça. Ouais. T'avais déjà ton fils, non? Non, je suis pas maman, c'est pas un projet immédiat, donc c'est pas pour ça que j'arrête de fumer. Non, j'arrête de fumer vraiment pour moi. Et d'ailleurs, c'est une décision
qui a eu qui était déjà le fruit d'un travail sur moi, évidemment, mais qui a eu aussi plein de conséquences extrêmement positives. Genre, parce que c'était un énorme effort. T'imagines, je fumais 2 paquets par jour. Je fumais même à l'hôpital. Je fumais avec des ganglions comme ça. Je fumais quoi qu'il arrive. Il n'y a pas une journée de ma vie pendant ces 20 ans où je n'ai pas fumé. Je fumais quoi qu'il arrive. Je fumais dans les chiottes des trains. Je n'allais pas chez les gens chez qui on ne pouvait pas fumer. Enfin, j'étais une fumeuse militante. Non, mais je te jure, j'étais hyper en colère contre l'interdiction de fumer. En fait, les gars, soit vous arrêtez de me les vendre, soit vous me laissez fumer. Il y a un moment, ça va pas être possible de me vendre un truc, de vous taxer dessus, et après de me dire « Ah, mais t'es pas bien, t'es pas bien !» Allez vous faire cuire le cul, quoi. T'as pas tort, quand Non, même. bien sûr, j'ai pas tort. Et j'étais super en colère. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je ne fume pas aujourd'hui, mais tu peux fumer chez moi. Je n'emmerderai jamais quelqu'un qui fume. J'ai des problèmes avec le tabac froid. Genre, tu repars avec ton cendrier, s'il te plaît. Mais sinon, non. Mais donc, voilà, j'étais militante en disant, mais vous me faites chier. Et puis, quand les gens m'invitaient à dîner, en revanche, on ne veut pas fumer. Je dis, ça sert à rien que je vienne, en fait. Je fume 12 clopes par soirée. Donc, je vais passer la soirée sur le balcon. Ça sert à rien que je vienne. Je vais passer une mauvaise soirée, je vais me faire chier, je vais avoir froid. Donc, voilà. Et du coup, je recevais beaucoup chez moi. J'allais au restaurant en été pour aller sur la terrasse, mais l'hiver, j'allais jamais au restaurant et je recevais chez moi. J'étais vraiment. Et puis, je le défendais. Je disais pas, pardon, je disais non, en fait. C'est relou. Non, je comprends, parce que quand il a fallu arrêter de fumer dans les restaurants, j'ai eu envie d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer aussi parce que j'en avais marre d'être celle qui me gèle dehors. Ouais, franchement. Tu te sens, t'es puni, quoi. Et bref, et donc j'arrête de fumer. Et là, l'enjeu du poids, il devient énorme. Parce que je sais très bien que tous les gens qui arrêtent de fumer prennent du poids. Je sais que c'est une tendance que je peux avoir, etc. Et puis, j'avais déjà commencé à voir que l'alcool était problématique. Et évidemment, je connaissais tous les gens qui arrêtent de fumer, se ruent sur la... Enfin, voilà. Et là, je commence à voir que le dommage collatéral, c'est que je bois plus. Mais je bois plus, pas en mode alcoolo, juste... Là où je buvais un verre à un dîner, comme je me lève plus pour fumer, que c'est plus interrompu, que ma buccalité, tu vois, n'est plus interrompue par les clopes, juste de manière mécanique. Je crois qu'on dit oralité, mais buccalité, c'est bien. Non, mais non, mais ça marche. Tu vois, ouais. De toute façon, d'avoir un truc dans la bouche, non, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, l'addiction, ça tient de l'oralité, mais. J'ai toujours besoin d'avoir un truc dans la bouche. C'est comme ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Mais juste un mot, tu souffres en arrêtant de fumer quand même ou tu t'en sors super bien? Je m'en sors super bien. Grâce à cette hypnothérapeute. Ouais. Vraiment, et tu disais aussi, ça a changé un truc énorme dans ta vie, ça a eu des effets positifs. C'est que l'estime de toi, j'imagine aussi. Non, c'est surtout que, en fait, d'en avoir chié, de m'être fait ce cadeau-là et au prix que ça a coûté, tu vois, d'arrêter de fumer, il y a eu un côté, à partir de là, j'ai plus jamais accepté qu'on me chie dans les bottes. Tu vois, c'était non. Je me suis pas cassé le cul à arrêter de fumer pour que tu viennes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, je me faisais quand même beaucoup marcher dessus. Je sais, ça se voit pas. Et même les gens à l'époque pouvaient pas imaginer. Ouais, mais en fait, je me faisais marcher dessus, mais pas par des gens méchants qui marchent dessus. Juste parce que moi, je voulais tellement être aimée que je me mettais en paillasson devant n'importe qui tout le temps. Et en fait, ça t'a donné de la force. Tu t'es dit, je suis forte, en fait. Et t'as dit estime de soi. En fait, c'est exactement ça. Mais estime de soi, mais pas. En fait, je l'ai dit non parce que je l'ai vu du côté je suis fière, j'ai réussi à arrêter. Mais non, du côté respect de soi-même. Bah oui. En fait, je vaux quelque chose. Oui. Ouais. J'ai assez de valeur fait ce cadeau-là. Voilà, exactement. Mais je trouve ça le fait avec toutes les addictions, je te rassure. C'est tout à fait ça. Ça a pris pour moi une ampleur folle aussi. D'arrêter de boire et de prendre de la cocaïne et de te dire que dans une soirée, tu vois tout le monde se bourrer la gueule et toi, tu te bourres pas la gueule. Je sais pas, tu rentres, il y a un truc, tu te dis, putain, je suis une bonne femme, quoi. Non, mais tu vois, je suis un bonhomme, quoi. Mais en fait, c'est là où tu te dis, je suis un putain... je suis une bonne femme. Ouais, il y a un gros truc. C'est cool. Il y a un gros truc. Ouais. Et c'est hyper gratifiant. Hyper. Donc là, on est toujours sur le poids. Hein, donc tu te dis, je vais grossir. Sur le poids, voilà. Et là, en fait, très vite, très naturellement, ce médicament que je continuais à prendre de plus en plus souvent, mais pas régulièrement. J'en prenais que pour des raisons. Enfin, que j'en prenais comme on peut boire. Tu vois, à différence de fumer. C'est-à-dire que fumer, en fait, quand tu fumes, tu as un nombre de clopes par jour que tu consommes et tu les fumes c'est pas des décisions. Tu te dis pas, je vais me faire une clope. Enfin, parfois, sur 2 paquets, il y a peut-être 5 clopes où tu te dis, les 25 autres, tu les fumes sans même t'en rendre compte. Voilà. À la différence de l'alcool, l'alcool, sauf quand tu es alcoolique, mais déjà, où l'alcool, tu dis, moi, je bois pas à 11h le matin, je ne bois que à table, que si j'ai commandé une bouteille de vin. Enfin, donc, tu vois. Et là, pour l'instant, ce médicament, je le prenais
comme de l'alcool, c'est-à-dire à des moments choisis, décidés pour des raisons. Évidemment, je mets des exemples guillemets parce que c'était des raisons complètement fallacieuses, mais je me racontais des trucs qui faisaient ah bah là tiens je vais prendre une Prontagine, je vais prendre enfin merde, je vais prendre ce médicament. Tiens, on va mettre des bips. Je vais prendre ce médicament, etc. Et sauf que là, à partir du moment où j'ai arrêté de fumer, où j'ai commencé à avoir un vrai enjeu sur le poids, sur l'alcool qui commence, où la bouffe, enfin, c'est-à-dire que d'un coup, c'est devenu des enjeux, ma consommation et effectivement l'oralité. Parce que t'imagines, 40 clopes par jour, il n'y a plus rien dans... Enfin, tu vois, donc les Ricola, les chewing-gums, c'était bien, mais c'était pas... Je sentais que c'était pas suffisant, ça venait pas... Il y avait un truc qui... Et donc, en fait, sans que je me rende compte, je me suis mise à consommer ce médicament comme des clopes. C'est-à-dire, j'en prenais 6 par jour. Wow. Quoi qu'il. En fait, autant qu'on pouvait en prendre. Autant qu'on pouvait en prendre. C'est le max, en fait. Non, on peut en prendre 8. Wow, ah ouais, ça, c'est le petit contrôle. Moi, j'en prends pas le max. Non, j'en prends pas le max. J'en prends 6. Et non, ce qui est bien d'ailleurs, parce que ça me permet, quand j'ai vraiment mal, de rajouter les 2 supplémentaires et d'avoir quand même un bénéfice. Petite marge, la petite soupape. Je me demande dans quelle mesure je ne l'ai pas anticipé tellement je suis contre le fric. Mais voilà. Et en fait, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en prends. Voilà. Sauf que, première étape, je me dis, mais en fait, je suis droguée. En fait, il y a un problème. J'en prends tous les... Enfin, merde. Et donc, je commence à me renseigner, effets secondaires, tu vois, est-ce que c'est grave, est-ce que machin, etc. Et vraiment, je vois sur tous les sites, le Vidal, le machin, tout, rien, R. Il y a un seul problème, c'est qu'effectivement, la consommation de tel machin, au bout d'un moment, ça peut abîmer le foie. Mais moi, je vois les dosages. Avant que mon foie soit abîmé, vu ce qu'il raconte, enfin, il n'y a aucun problème. Et surtout que la consommation de ce produit me faisant limiter ma consommation d'alcool. Et en plus, je mange hyper sainement. Enfin, tu vois, il se trouve que aussi ma vie a changé à ce niveau-là en arrêtant la clope. Je me suis mise, tu vois, à faire du yoga, à manger sain. Après, je suis devenue végétarienne. Après, je me suis mise à faire de l'ayurveda. Enfin, donc en gros, j'étais là. Ah ouais, t'as fait tout ça? Moi aussi. Ah ouais, j'ai fait une formation de yoga ayurveda chez les Indiens. Ouais, chez Tapovan. Ouais. Oui. En fait, pendant 7 ans, je suis allée tous les ans faire une retraite ayurvédique en Inde. Et j'ai fait une fois Tapovan, 3 fois d'Himalaya. Ouais. Et tu faisais les panchakarma, enfin les trucs les nettoyages là, ouais. Wow. C'était génial. Hein. Ah ouais, vraiment les nettoyages. Ah ouais, les trucs vénères, ouais. Ah oui, mais donc toi, tu voulais te nettoyer vraiment. Tu faisais pas les panchakarma, toi? Non. Non, mais moi, j'ai fait une formation... Pas bon, on s'en fout. Et donc, je vois bien que je suis pas du tout en danger et qu'il n'y a aucun problème. Je me dis, bah, génial. Enfin, en plus, c'est en vente libre. Je vois qu'il n'y a aucun effet secondaire indésirable. Je vois que ça m'aide que je fonctionne très bien avec, que grâce à ça, bah, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté de fumer tranquille, que j'ai pas grossi, que j'ai une consommation d'alcool limitée, que j'ai arrêté la coke. Tu vois, je me dis, bah, ok, super. Et sauf qu'un jour, je tombe enceinte. Et donc là, évidemment, bah, faut que j'arrête. Et donc là, je tape sur Internet, la seule chose que je n'avais pas cherché, je tape nananana, sevrage. Et là, c'est ça que je voulais te dire quand tu parlais d'héroïne, là, je tombe sur des forums entiers, que des commentaires d'utilisateurs qui disent mais en fait, le sevrage de ce médicament, c'est pire que le crack. C'est aussi vénère que l'arrêt de l'héroïne. C'est monstrueux. Et je lis tout ça et je suis oh non, mais non, bah, pas moi. Tu vois, non, je pense pas. Et je commence à arrêter et là, je me tape un sevrage comme dans les films. Un sevrage où je suis blanche, cireuse, où je sue, où je me tords dans un lit en me grattant comme les junkies, quoi. Où je me gratte comme dans les films. Il fallait l'arrêter enceinte, c'était obligatoire? Ouais. Bah, sinon, en fait, c'était pas problématique pendant la grossesse, mais ça veut dire que mon bébé aurait été drogué et qu'il aurait été en sevrage à la naissance. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, il aurait sans doute pas survécu. Et puis, je voulais pas... Enfin, c'était pas question, quoi. Le moindre risque... Enfin, donc, pour moi, il n'y avait pas de doute sur le fait que j'allais arrêter. Mais en revanche, je ne savais pas. Combien de temps, ce sevrage? Je pense 3 jours intenables. 3 jours, mais tu sais, avec la tête qui va exploser, où tu es dans le noir, où tu peux rien voir, rien entendre. 3 jours, tu sais, où tu te dis, en fait, je vais partir je vais vriller. Après, je dirais 1 semaine, païmbe. 1 semaine comme une descente vraiment vénère. Tu vois. Ouais, imagine une grosse descente d'une grosse soirée bien qui pue, mais pendant 1 semaine. Tu vois, où t'es là. Ah. Et après, envie petit de crever, à petit. Quoi. Ouais. Et encore,
j'avais les hormones de la grossesse qui m'aidaient vachement, tu vois, qui venaient quand même combler plein de trucs. Et puis, je le faisais pour une raison qui était super gaie. Enfin, il y avait quand même... Tu vois, moi, j'ai de la chance. J'ai été aidée par tout ça, quand même. Et j'arrête. Et là, je me retrouve... En plus, j'ai allaité assez longtemps. Donc, je me suis retrouvée, en gros, pendant 1 an et demi avec rien dans mon corps. 1 an et demi. Aucune drogue, pas d'alcool, pas de médicaments, aucune chimie. 100% naturel, mon corps. Oh, j'étais là. Ah. Et en fait, j'ai adoré cette sensation. Mais j'avoue, et c'est ça qui est traître, tu vois, quand on parle de la pression sociale, c'est que ce qui m'a le plus plu là-dedans, c'était l'idée de la pureté. Et l'image. Ouais, l'image, plus que le ressenti. Parce qu'en fait, le ressenti, j'étais normale, quoi. Mais l'idée d'être pure, d'être que moi, d'avoir aucune dépendance, d'être sans attache, ça j'ai adoré. Et j'étais sûre que jamais je reprendrais. Enfin, c'était tellement facile, j'allais tellement bien, je voyais pas ce qui pouvait me... Surtout quand j'allaitais, tu vois, j'étais plus enceinte et je voyais bien que tout se passait bien. Ce que j'avais pas calculé, c'est que quand j'allaitais, j'avais pas mes règles. Et en fait, quand j'ai arrêté d'allaiter, les règles sont revenues. Et à la seconde, c'est-à-dire les premières règles, le premier SPM du premier cycle des premières règles, bim. Et en 3 jours, j'avais repris les mêmes doses qu'avant, quoi. C'est vraiment comme si j'avais jamais arrêté. Ça m'a foutu un gros coup au moral. Ouais, ouais, je me suis dit, ok, en fait, je suis droguée. Enfin, en fait, oui, mais je pensais que c'était fini, je pensais... Et en surtout, tu savais très bien que tu ne te retaperais jamais le sevrage. J'avais même pas ça en tête, là. Je crois que j'étais vraiment assommée par la conscience de ce temps présent, j'étais sûre... Enfin, ne serait-ce que... J'étais assommée par le fait de m'être trompée à ce point. Tu vois, j'étais persuadée que enfin, d'un coup, c'est comme si ça venait foutre en l'air tous mes repères. Genre, si j'ai pu me tromper aussi gravement sur ça, mais sur quoi d'autre je me suis trompée, quoi. Enfin, tu vois, qui je suis, qu'est-ce que je veux. C'est venu tout chambouler, quoi. Ouais, parce que je m'étais vraiment redéfinie. Mais je connais, puisque moi, j'ai arrêté 3 ans tout, et que je m'étais redéfinie comme ça, comme la meuf sobre. Ouais. Et puis, quand d'un coup, tu t'aperçois que tu repars, en fait, d'abord, tu mens au début aussi beaucoup, parce que l'image que je m'étais construite, pour moi, elle était la meuf qui a tout arrêté, quoi. Elle est trop forte. Donc, tu ne veux pas dire aux gens. Donc, il y a aussi... C'est vrai que l'image, en fait, le problème, c'est souvent de se demander est-ce que c'est vraiment mon être profond qui veut ça, qui désire ça, ou est-ce que c'est vraiment cet ego qui... c'est celui qui est conditionné, quoi, par la société, par ce qu'on a vécu, puis surtout par aussi le jugement personnel. Hein. Sur soi-même. C'est-à-dire que d'un coup, moi, j'étais devenue une grosse merde. Je suis passée de la meuf fabuleuse à la grosse merde. Alors qu'en fait, les addicts, on le dit dans les Alcooliques Anonymes, il y a beaucoup de littérature dans les groupes de parole. Il y a une pensée du jour chaque jour. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et il y a beaucoup de littérature autour du fait que non, on n'est ni une grosse merde, ni quelqu'un d'exceptionnel, en fait. Et l'addict a tendance toujours à penser l'un ou l'autre. Et il ne peut pas penser juste qu'il est comme tout le monde et normal. En fait, c'est un être humain, quoi. Je pense qu'on passe toujours de ça à ça, et du coup, c'est violent. Ouais. Enfin, en tout cas, là, j'ai trouvé super violent. C'était la première fois. Ouais, ça m'a fait vraiment un choc. Et puis comme toi, enfin... tu dis on ment et tout, et je crois que je me suis menti à moi-même, enfin j'ai mis ça de côté. Et sauf que d'un coup, c'est devenu sur ordonnance, du jour au lendemain. Et donc là, j'étais là, et donc je me suis dit, ok, je vais arrêter, quoi. « Super, voilà, je suis droguée à ce truc-là, maintenant je le sais. » Et c'est sur ordonnance. Je vais arrêter. Et donc j'ai pris rendez-vous avec un addictologue, une espèce de ponte, un mec dont j'avais déjà entendu parler, qui s'occupait des plus grands camés de Paris, des vedettes, machin, etc. Mec très sympa, très compétent, vraiment, qui me fait une séance 1h30. Et je vois aux questions qu'il me pose que le mec, il sait ce qu'il fait, quoi. Enfin, vraiment, ces questions, elles sont super pertinentes. Je me sens vraiment en confiance et tout. Il me fait une batterie d'examens aussi biologique et tout. Enfin, voilà. Et il me dit non, mais continue. Je fais quoi ?
Je me demandais pourquoi tu disais pas son nom. Non, si, je pourrais le dire, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé vraiment super. Hein. Et C'est en qui vrai, Dr. Lovenstein. Ah oui. Ouais. On l'a eu ici. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé très, très chouette ce monsieur. Mais il me dit... et il se trouve qu'aujourd'hui, je comprends qu'il avait raison. J'avais besoin de faire... En fait, ça me fait vraiment penser à la méthadone. Hein. Ouais, mais Vraiment. Hein. Et il paraît que le complètement. sevrage de la méthadone est 10 fois plus difficile que l'héroïne elle-même. C'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à arrêter ce substitut. Mais aujourd'hui, on est en train de leur dire, écoute, garde-le. Bah ouais. On a reçu Olivier Delacroix là, qui nous racontait ça. Il nous disait, ouais, aujourd'hui, il faut que les gens arrivent à accepter ça. Quoi. Ouais. Mais je pense que c'est un travail... Parce que c'est ton corps qui en a besoin, mais il ne fait plus l'effet d'avant. C'est pas... En fait, tout le monde pense que c'est un substitut d'héroïne, donc ça a l'effet de l'héroïne, ça te défonce... Pas du tout. Juste, ça vient bloquer c'est les comme de mettre un patch. Voilà. C'est la même chose que le patch quand tu arrêtes de fumer. Tu peux garder des patchs à vie, hein, tu peux garder la vape. Ouais. Bah oui, c'est un substitut nicotinique. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer il y a 40 ans qui sont toujours sous Nicorette, par exemple, qui mâchent des chewing-gums à la nicotine toute la journée. Mère, c'est ça. C'est pareil. C'était immonde. Et pourquoi? Et moi, ma mère, elle me dit, il faut vraiment que j'arrête la nicotine dans la vapoteuse. Je dis, mais pourquoi? T'as arrêté de fumer, c'est merveilleux, quoi. Ouais. On veut toujours enlever tout jusqu'au dernier truc. Ouais. Mais les addicts sont comme ça. Tous les addicts que je fréquente qui ont tout arrêté arrivent à devenir déjà des ayatollahs. Ils ne prennent plus rien. Ils arrivent à arrêter de fumer, deviennent végétariens. C'est vrai. Ouais, mais ça en fait, pas, la purification, c'est une addiction aussi. On veut Bien se purifier jusqu'à... ça, c'est déjà d'aller faire ce que tu faisais toi. La purification, c'est une addiction. Ah ouais, c'est une addiction de ouf parce que tu te sens sale. C'est pareil que de vomir. Hein. En fait, tu te sens sale dès que tu as l'impression que ton corps est jamais propre. C'est une folie, tout ça. Hein. Ouais. Et donc, bref, il me dit... N'arrête pas. Il me dit... non, mais continue. Enfin, il me dit, en fait, ton cerveau, il fait du 250 sur l'autoroute. C'est fatigant. Il a besoin d'air de repos. La clope t'offrait ces aires de repos. C'était des arrêts. C'était le moment où tu t'arrêtes, tu prends une clope, tu l'allumes, tu fumes. Même si tu t'arrêtes pas toute la durée de la clope, c'était des arrêts. T'as plus ça et t'es en sur-régime. Ouais, t'es en sur-régime. Ça me plaît beaucoup, cette explication. Hyper intéressant, le coup. Et à l'époque, je savais pas encore que j'étais HPI. Et c'est lui le premier à m'avoir dit, mais... J'allais te le dire, je savais pas. J'avais jamais entendu ce nom-là. Je savais pas ce que c'était. Ouais, mais il y a énormément d'addicts qui sont à TDAH et en fait, c'est complètement lié. J'ai appris que c'était tout à fait lié. Enfin, je me reconnais là-dedans, pas dans le HPI, mais dans le côté 250. Ça s'arrête jamais. Moi, autour de moi, les gens sont épuisés. Et... non, mais moi-même, je m'épuise. Donc, et ça, je pense que ça veut dire que c'est, en fait, l'addiction. Enfin, les prises de choses, ce sont des pauses. C'est merveilleux. Ouais. Et donc, il me dit ça. Il me dit, écoute, pourquoi tu ne sois pas venu pour rien? Bah, vas-y, passe à 4. Il me dit, en revanche, tu bois trop. Alors que vraiment, il me dit, l'OMS dit que c'est 10 unités par semaine. Et en fait, la France, à cause des lobbies, etc., oh oui, non, en fait. Homme, femme, quel que soit ton poids, ton âge, c'est 10 unités par semaine. Donc, il me dit, là, tu crois que t'es OK parce que tu bois 2 verres. Mais 2 verres, ça fait 20, en fait. Donc, t'es au double. Et avec ce médicament, tu peux pas te permettre de baiser ton foie. Donc, en revanche, tu vas me faire un plaisir de passer à 10 unités par semaine sur la consommation d'alcool. Et puis, voilà, pour que je mérite mon salaire, passe à 4. Mais sinon, continue. C'est très bien pour toi. Et va te faire tester. Et juste pour savoir, pourquoi tu veux pas dire le nom du produit pour que les gens sachent si jamais ils se reconnaissent dans ce truc, ils vont comprendre? Je sais pas. Faut pas le dire. Mais non, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être il faut. Bah vu qu'on en parle beaucoup dans cet épisode, c'est vrai qu'il faudrait peut-être savoir ce que c'est. D'accord. Non, je sais pas. Moi non plus, je me rends pas compte. En fait, j'avais peur. Je vois pas le problème de le dire, en fait, mais bon, en tout cas, c'est un médicament. La codéine, c'est de la Prontalgine. Et c'est un mélange entre codéine, paracétamol et caféine. Ouais. Dans des dosages parfaits. Vraiment. Maintenant que tu le dis, ce nom, j'ai l'impression que j'en ai 12 boîtes chez moi quelque part. C'est probable. Non, mais bon, moi, de toute façon, tout ce qui est sevrage comme ça, de junkie à se gratter, ça m'angoisse à mort. Je peux même pas envisager une seconde de me dire que tu te retrouves dans un pays où il y en a pas. Et qu'est-ce que tu fais, quoi? Ah non, mais moi, c'est... Ouais. Donc là, à ce moment-là, tu reprends ton dosage, tu baisses l'alcool. Bah non, ça me fait bizarre quand même, parce que moi, j'étais prête à arrêter. J'étais prête à me dire, OK, j'y vais, je me tape le sevrage, mais je serai encadrée cette fois-ci. Je suis pas enceinte, donc je pourrais prendre des substituts. J'étais prête, en fait. Tu sais, j'allais voir ce mec-là, j'étais prête à arrêter. Donc, ça m'a fait un peu un vouvou, un peu une dessauce, quoi, tu vois.
Mais aussi, très vite, j'étais soulagée. J'ai essayé de passer à 4, mais non, en fait. Enfin, c'est pas justement, le propos, c'est de m'autoriser le truc. Donc, si je commence à... Non, tu commences à les compter, mais en même temps, tu comptes les heures quand même. Oui, mais c'est pas t'attends, genre entre les cachets, tu sens qu'à la fin de l'heure fatidique, tu sens que tu l'attends. Oui, complètement. Et même, qu'est-ce que ça te fait ? Même, je vais te dire... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Par exemple, quand tu me dis à 11h, pour moi, c'est horrible. Tout à l'heure, en off, tu me disais, la pire heure, c'est 11h. Pourquoi ? Ouais, c'est 11h le matin. Parce que... Donc bref, j'en suis arrivée à ce moment maintenant où je n'ai plus que une consommation d'alcool tout à fait raisonnable, vraiment, une consommation de nourriture tout à fait raisonnable, et une consommation de Prontalgine, donc puisqu'on peut dire le mot maintenant, cadrée. Enfin, je veux dire, je suis suivie par une psychothérapeute, une addictologue, une médecin généraliste qui me fait mes prescriptions. Donc, tout ça est extrêmement cadré. Et en plus, moi, je le sais bien maintenant, j'ai plus besoin, même si je suis tout à fait raisonnable, j'ai pas bougé les trucs. Donc, en fait, j'ai ces 3 trucs-là, plus les chewing-gums et les Ricola, et tout va bien. Enfin, les chewing-gums et les Ricola, non, je les sors, parce que c'est pas... Voilà. Bah non, quand même. Non, on peut pas, ce serait trop facile. facile. Non, je les sors. Donc, j'ai ces 3 choses-là. Et tout va bien. Sauf que dès que ça va pas, enfin, tu vois, dès que je suis trop fatiguée ou que j'ai des stress ou des trucs émotionnels enfin, dès que ce qui fait que je suis addict d'un coup est réveillé pour une raison ou une autre, alors je rentre dans une espèce de spirale, mais qui en fait est une spirale de surcontrôle qui est ok, alcool, bouffe, Prontalgine, alcool, bouffe, Prontalgine, alcool, bouffe, Prontalgine. Voilà. Et donc j'arrive justement tu parlais au début de l'émission de la gestion d'équilibre. Voilà, gestion d'équilibre entre les heures de sommeil, ce que je dois faire, ces 3 substances, tac, tac, et je suis là, voilà. Et le problème, c'est qu'à 11h le matin, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'à 11h le matin, a priori, j'ai pris ma première Prontalgine c'est hyper intime ce que je raconte. C'est hyper... En dans plus, ton bain. Non, mais tu sais que c'est parce que mon mec, enfin l'homme que j'aime, est un homme extraordinaire. C'est le premier être humain avec qui je partage absolument la vérité triviale et dégueulasse de ce que c'est une addiction et des horaires et des machins, de ce que ça fait. Je suis non, je peux pas. Non, je suis enfin voilà. Et en fait, je pense que le fait d'avoir partagé avec lui l'homme que j'aime, du coup, c'est pour ça que je me sens capable de livrer ça là. Mais je pense qu'il y a 1 an, j'aurais pas été capable d'aller si loin dans les détails triviaux des prises de Prontalgine. Ouais, parce que ça fait toxico. Ça fait vraiment toxico. Mais donc voilà, j'ai pris ma première prise le matin, donc à 8h30, 9h, un truc comme ça. Ouais, c'est pour ça que Et donc, il faut attendre 4 heures. Donc à 11h, je peux pas en reprendre. Mais à 11h, c'est aussi un petit peu trop tôt pour un verre de vin. Enfin, en tout cas, j'ai jamais bu de ma vie avant l'heure du déjeuner. Non, jamais. Mais ça me viendrait même pas l'idée. J'ai même pas lutté contre. C'est qu'il y a un no-go. Mais donc voilà. Donc, en tout cas, c'est pas l'heure de bouffer. Et c'est pas l'heure de bouffer. Et donc, je suis là 11h. Tu grignotes pas, par exemple, là, à ce moment-là ? Non, je mange pas. Toi, t'arrives à contrôler ça ? Ouais. Oui. Mais justement, c'est pour ça que d'un coup, je vais pas bien. Parce que justement, j'arrive à contrôler et que je ne vais pas manger, je ne vais pas boire et je ne vais pas prendre de Prontalgine. Et t'es pas en train de bosser à ce moment-là, à 11h ? Si, mais d'un coup, tout se fige. Tout se fige. Et donc, généralement, j'arrive plus à travailler parce que ma petite routine aussi, elle m'aide à travailler, à être focus. Et donc, c'est le moment... Alors, j'ai trouvé un nouveau truc. Voilà, c'est que c'est le moment où je vais faire de la danse, de l'escalade, enfin, du sport. Un truc physique. Voilà. Physique ou manuel. Je vais faire des collages. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant, ça. Ouais. Donc, à 11h du mat, en général, dans ton planning, t'as une pause, tu fais autre chose. Ouais. Ou alors un rendez-vous. Ouais. Du coup, un rendez-vous. Il faut pas que tu sois seule chez toi. Il faut pas que je sois censée produire, être créative ou tu vois. Censé produire. Ok, j'avais entendu censé produire. Ah ouais. Il faut pas que tu sois censé produire quelque chose. Ou d'être créative. Parce qu'on a un boulot qui est assez compliqué aussi, je trouve, avec l'addiction, moi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, ça vient... Parce que tu me demandais pourquoi, etc. Et il y a ça. Donc, en fait, j'ai compris que au départ, ce médicament était un antalgique. Et au départ, je le prenais pour l'effet légèrement euphorisant et tout. Et puis, très vite, je me suis mise à le prendre juste pour le droit de le prendre, peu importe l'effet.
C'était juste, tu vois. Et à chaque fois que des gens me demandaient, mais pourquoi tu prends, qu'est-ce que ça te fait? J'étais hyper agressive. Je disais, mais quoi? Pourquoi tu fumes? Je sais pourquoi tu fumes. Tu fumes parce que t'es drogué. Bah moi c'est pareil. Enfin, je sais pas pourquoi j'étais mais hyper. Enfin, là, je pense qu'il y a un au très moins bon exemple parce que la cigarette, c'est vrai qu'on peut pas dire ce que ça nous fait. non, À la limite, l'alcool, oui, et la oui, cocaïne, mais la oui. clope, non. La clope, on la prend parce que. Oui, mais peut-être c'est ça la question que les gens te posent. On veut savoir si c'est quelque chose qui a un effet comme l'héroïne, la cocaïne, l'alcool, ou est-ce que c'est justement comme une clope ou une habitude. Parce que de toute façon, les gens qui sont pas addicts aussi sont très étonnés. Moi, par exemple, qui ne fait pas, qui n'est jamais vomi, par exemple, d'imaginer quelqu'un qui. Pourtant, je peux avoir des moments, on va dire, un peu boulimiques, mais je veux dire, de voir quelqu'un qui me raconte qu'il fait 12 crises par jour de manger, de vomir, de manger, de vomir. Quand tu écoutes ça, c'est pas entendable, en fait. Tu te dis, mais pourquoi? Tu veux pas à quoi le ramener. Ouais. Et je comprends les gens, en fait, quand tu dis, je suis accro à cette petite pilule-là, pourquoi? Ouais. Non, moi aussi, je comprends, mais en fait, c'est biologique. Enfin, c'est chimique, arrivé pardon. un truc chez moi c'est pour ça que j'étais. Et c'est chimique aussi, parce que tu sais qu'aujourd'hui, là aussi, le sevrage du Xanax, c'est hallucinant aussi, c'est impossible. Ah, je savais pas. Ouais, les gens, il y a un docu sur Netflix là où les gens deviennent des petits chimistes, ils font tu sais, ils le diluent à la fin dans de l'eau comme pour le Subutex, c'est comme ça qu'ils font au Narcotique Anonyme, ils expliquent que c'est tellement des doses infinitésimales qu'à la fin, par exemple, ton médoc, tu pourrais le diluer dans l'eau si tu voulais l'arrêter et réduire de micro chaque jour pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a que comme ça, en fait, que tu vas pas vivre cette souffrance-là. Ce sevrage. Et avec le Xanax, apparemment, c'est ça aussi. C'est ouf. Mais donc là, aujourd'hui, toi, mais donc, en tout cas, je vois qu'il y a... En fait, je crois, j'en suis arrivée à la conclusion que dans ma consommation de ce truc-là, il y a 2 choses différentes. Il y a d'un côté le fait que je suis une addicte. Voilà. Et que l'addict que je suis se démerde comme elle peut avec les substances les moins toxiques pour elle. Et que là, j'ai trouvé un truc miraculeux qui n'a pas d'accoutumance, qui ne me fait pas grossir, qui ne détruit pas ma santé. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que tout ce que ça a remplacé. Enfin, parce que tu mets les 6 cachets de Prontagine, admettons, j'en prends 8. En balance avec la coke, l'alcool, les extas, la 3M, la Keta, la MD, les acides, les champis, le LSD, tout que j'ai pu me mettre dans le cornet. Et là, oui, bah vas-y, bichette. Enfin, moi, j'aurais un enfant, je lui dirais oui. Bah. Mais c'est ça que tu nous as dit dans la vidéo et c'est ça qui a fait que les gens sont devenus fous et t'as vu le bien que t'as fait aux gens. C'est incroyable, c'était une libération. Même moi, j'écoute ça, je dis mais c'est vrai, on oublie d'où on vient. Ouais. En fait, moi, quand je m'en veux d'une rechute, et c'est vrai que ça me fait chier, je m'en veux pas trop, mais j'aime pas trop la culpabilité, mais vraiment, c'est pas cool, quoi. Tu te dis, mais putain, tu vas jamais y arriver. Mais en même temps, c'est rien de rechuter tous les 6 mois, alors qu'il y a 10 ans, je me prenais de la drogue et de l'alcool tous les jours. Tous les jours, mais c'est ça, c'est déjà tellement... Donc alors c'est vrai que la sobriété, on aimerait tous, mais en fait, on peut pas tous peut-être y arriver aussi. Hein. Mais donc, il y a une partie qui est la prise. En fait, je suis soulagée par la prise. Voilà. Et l'autre chose, c'est cette substance-là particulièrement qui me permet de fonctionner en tant que personne neuroatypique, en tant que résiliente. HPI. Voilà. HPI, c'est quand même c'est neuroatypique, c'est ce que tu voulais dire, mais on le précise bien, c'est vrai qu'on croit que c'est génial, genre t'es surdoué ou je sais pas quoi. En fait, tous ceux qui en parlent aujourd'hui, qui ont été testés, t'expliquent la souffrance que ça a pu être. Ah oui, c'est pas du tout... Enfin, moi, j'ai passé Moi, le diagnostic... Enfin, on n'aime pas dire ce mot-là, mais quand on m'a dit que j'étais HPI... ça a été pour moi un soulagement. Ça faisait 40 ans que j'étais persuadée que j'étais défectueuse, que j'étais anormale, que je n'étais pas capable de fonctionner, que j'étais... T'étais bonne élève ? Oui, très bonne, mais j'ai toujours le sentiment d'être incomprise et de ne pas comprendre, et que des choses... Genre mon permis, j'ai dû le passer... Alors tout le monde disait, c'est un truc de demeurer. Et j'arrivais pas, je disais, mais enfin, c'est complètement con. Le code, j'ai dû passer le code 4 fois. Parce que c'est con. En tout cas, je rentrais, j'arrivais pas à comprendre. Et puis, voilà. Et je pensais que c'était moi qui avais un problème. Et d'un coup, on me dit, en fait, t'as pas un problème, t'es juste différente. Et il y a d'autres gens comme toi. En fait, t'appartiens à un groupe. T'as ta petite case, t'as ta petite étiquette, ta petite famille. C'est les gens qui ont tant de QI et tant de machins et qui fonctionnent de telle manière, qui sont cerveau droit, alors qu'on vit dans un monde fait par des cerveaux gauches à 80% pour des cerveaux gauches. Et que donc, oui, quand t'es cerveau droit, c'est comme les gauchers qui se prennent les portes dans la gueule parce qu'elles ont été conçues par des droitiers et des droitières.
Enfin, c'est hyper relou et qu'ils peuvent pas couper un putain de truc. Enfin, une porte, ils se prennent la porte dans la gueule. C'est quand même fou qu'on n'ait pas pensé à ça. Juste parce qu'ils sont minoritaires, on s'est jamais dit que et si on, tu vois, et je sais pas, mon mec est gaucher, j'ai jamais vu se prendre une porte dans la gueule, non, mais je vois pas de quoi. Il s'est adapté, mais tu vois ce que je veux dire? Les portes, elles s'ouvrent. Si tu mais par contre, il sait pas couper une pomme. Ah bah voilà. Ça, c'est très dur. Ouais, mais bref, et donc sur les cerveaux gauche, cerveau droit, c'est pareil. Tu vois que le monde, les études, les diplômes, le permis de conduire, tout est fait pour des cerveaux gauche. En fait, du moment que tu le sais, c'est vrai que c'est quand même assez rassurant. Ouais. Donc je me dis, allez, tu sais quoi, j'arrête de me flageller, je fais au mieux. J'ai eu la chance de trouver cette drogue qui me permet de fonctionner et qui ne m'abîme pas. Bah ouais. Voilà. Enfin, est-ce que tu es heureuse? Je suis heureuse et j'ai l'impression que là, le chemin qui me reste à faire n'est pas, comme je l'ai cru pendant des années, un chemin vers l'arrêt, mais un chemin vers l'acceptation. Voilà. Bah oui, c'est merveilleux. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est OK, je suis comme ça. J'ai une jambe de bois. Enfin, tu vois, j'ai un... Parce que oui, on n'a pas parlé parce que j'avais plein de questions, mais vu qu'on est parti dans un récit chronologique entrecoupé de mes arrêts... Non, c'est moi le problème, c'est pas toi, c'est génial. Je trouve ça parfait. Mais il y avait ces questions-là autour de cette jambe de bois. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc-là des traumas dont je voulais parler, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps. Mais il y a aussi... Je crois que l'immense majorité, pour ne pas dire la totalité, des personnes qui ont vécu des traumatismes infantiles, notamment des VSS et tout, des violences sexistes et sexuelles. Ah, VSS. Oui. Pardon. C'est plutôt, non, c'est moi. En plus, c'était plutôt violence sexuelle, précisément. Mais, d'accord. Ouais. Donc, c'est ça que tu as vécu. Moi, oui. Enfant? Moi, j'ai été violée quand j'avais 5 ans. Quoi? Mais je ne le savais pas. Je l'ai découvert à 45 ans. Et d'ailleurs, je pense que mon HPI, d'ailleurs, à mon avis, il n'est pas... Enfin, je ne pense pas qu'il soit de naissance. Je pense que c'est une hypervigilance et une suradaptation qui s'est développée à partir de ce viol qui était en plus tellement tôt. Mais comment tu t'en es rendu compte à 45 ans? Ça ressurgit comme ça? D'abord, en fait, je me suis rendu compte, vers mes 40, 41 ans, 42, je me suis dit que c'est quand même marrant parce que je coche toutes les cases des personnes violées. J'ai pas été violée. Pourquoi? Tu sais, je me disais, c'est bizarre, les addictions, le HPI, l'hypervigilance, le machin. Je disais, c'est quand même fou. Qu'est-ce que... Et du coup, comme je n'avais pas été violée, je me suis dit, ça doit être ma mère. Et ça se trouve, ma mère était violée et je le vis en transgénérationnel. Donc, mais ma mère était morte, donc j'ai pas pu l'interroger. Donc j'ai commencé à essayer de trouver des médiums pour communiquer avec elle. Et puis tous les gens que je trouvais, des énergéticiennes, etc., en gros, étaient là. Donc, ils m'ont fait faire un chemin génial avec ma mère. J'ai parlé avec ma mère morte. Ma mère morte m'a parlé. C'était ouf. Mais clairement... T'as été voir qui? Anne Tufigo? Non. Je veux bien qu'on se partage les adresses. Parce que moi, j'ai parlé avec ma grand-mère, avec Anne Tufigo. C'est un peu la médium des stars aussi. Ah, j'adore. Comme toi, t'as l'air bien de... Ah, j'adore. Je suis à fond. Tu me fileras le... Mais donc, c'était super intéressant. Mais en revanche... Enfin, clairement, oui, elle a été violée, ça c'est sûr. Mais... Vraiment, je sentais que tous les thérapeutes, tous les gens que j'ai vus étaient là. Mais continue de chercher quand même. Enfin, tu vois, personne me disait ah bah oui c'est ça, voilà, tout va bien. Et surtout, une des personnes que j'ai contactées pensant qu'elle était médium était en réalité une psy transgénérationnelle, une femme extraordinaire qui s'appelle Lula Oram, incroyable, psy, vraiment dingue, et avec laquelle on a fait un travail épuisant. Waouh. Insupportable, douloureux, horrible. À chaque fois, j'hésitais à annuler les séances tellement c'était épouvantable, ces séances, des séances de 2 heures, 2 heures et demie, où elle te faisait tout répéter, l'enfer. Mais c'était incroyable. Et en fait, je suis d'abord arrivée à ce qu'on appelle un souvenir écran, c'est-à-dire un truc vraiment pas cool, mais acceptable, qui me disait donc il m'est arrivé ça, ok, d'accord, tout s'explique, voilà. Et en fait, elle a dû savoir, deviner que c'était un souvenir écran, donc elle n'a pas arrêté la thérapie. Alors que moi, j'étais c'est bon, j'ai trouvé, bisous, au revoir. Elle fait nanana. Salut. Et voilà, et on a continué le chemin. Et enfin, faut savoir que moi, j'ai vraiment, pendant presque 2 ans de ma vie, j'en ai fait un métier. Hein. C'est-à-dire que je voyais 50 thérapeutes. Enfin, je faisais quasiment que ça, quoi.
J'allais voir toutes les semaines, entre les hypnos, les énergéticiens. Enfin, j'étais vraiment en quête, quoi. C'était vraiment tout ça, enfin, quand tu viens de travailler et En tout. fait, Mais tu voulais comprendre. ouais. Il y avait vraiment, il y avait un truc qui, voilà. Et donc, tout a commencé à se débloquer. Mais ça reste, voilà, jusqu'à un jour où, chez le dentiste, j'ai fait une attaque de panique. En fait, j'étais sous un champ opératoire bleu. Et j'avais juste, tu sais, juste la bouche comme ça, la bouche ouverte par des trucs en métal. Et j'avais le champ opératoire, il allait sur mon nez, sur mes yeux, sur mes oreilles. Donc, enfin, c'était monstrueusement anxiogène. Et surtout, il se trouve que j'ai été violée dans une piscine, dans un vestiaire de piscine. Donc, tu sais, le bleu, l'étouffement. Et le viol que j'ai subi, c'était une fellation, donc la bouche ouverte. Et en fait, l'attaque de panique que j'ai faite était, mais genre, j'ai failli me faire perforer la gencive tellement il fallait tout. Enfin, tu vois, j'ai une attaque de panique, quoi. Et quand j'en ai parlé à ma psy, là, elle m'a dit OK, on y va maintenant. Et on est parti en visualisation et tout est revenu, quoi. Je te crois pas, mais j'arrive pas à croire que ce soit possible à chaque fois. Ouais, tout est revenu. C'est revenu. Ouais. Ah ouais. On peut pas inventer ces choses-là. Non, c'est revenu des images. Enfin, je veux dire, je peux te décrire la peinture marron écaillée sur les bancs en bois du vestiaire collectif de la piscine d'ici les Moulineaux, quoi. Enfin, je veux dire, l'odeur du sperme, l'odeur du chlore. Ouais. Alors après, ta mémoire, elle est chelou. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, j'ai pas la gueule du gars. Je sais même pas si c'est. C'était une fois. Oui. La bonne nouvelle entre guillemets, c'est que c'était pas quelqu'un de la famille, c'est pas quelqu'un de mon entourage. Donc c'est pas venu faire exploser, tu sais, la construction. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de savoir, est-ce que ça aide de savoir, je sais que dans l'addiction, on dit souvent, ce qui compte, c'est pas le pourquoi, c'est le comment. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va accepter? Comment est-ce qu'on avance? Parce que moi aussi, j'ai fait tout ce chemin-là un petit peu en croyant aussi qu'il y avait quelque chose à trouver que je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé tellement d'autres choses. Et à un moment donné, avec ma cérémonie d'ayahuasca, j'ai vu que ça pouvait être des milliards de causes. C'est-à-dire tes vies antérieures, ta grand-mère, ta mère, ton truc, des choses que tu as oubliées, les souvenirs écrans, les trucs. Donc, et en fait, je me dis, même à chaque fois que je vais trouver un truc, de toute façon, il y aura autre chose. Mais c'est probable. Non, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que de savoir, est-ce que d'avoir vu ces images, ça t'a sauvé, ça t'a soulagé ou ça t'a fait plus de mal? Est-ce que ça t'a... Non, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ce que quasiment tous les gens que je voyais à cette époque-là, enfin quand je dis gens, je veux dire, parce que c'est pas des médecins, je sais pas comment dire, tous les gens qui m'ont accompagné, tous les thérapeutes, voilà, merci, qui m'ont accompagné à ce moment-là, en gros, pendant toutes les étapes du truc, m'ont tous dit la même chose, c'est tu ne sauras que ce que tu peux et dois savoir. Ton inconscient ne va te donner que le meilleur. Donc, c'est-à-dire que si ton inconscient ne te dit rien, c'est que t'es pas prête. C'est que ça ne te fera pas du bien. C'est ce qu'on m'a dit à la fin. Ben voilà. C'est-à-dire que ton inconscient te donne ce dont tu as besoin pour avancer. S'il te donne pas plus, c'est que tu n'as pas besoin de plus. Et s'il te donne beaucoup, même si ça fait mal, c'est que c'est ça. Enfin, en fait, ton inconscient, c'est-à-dire toi-même, ton moi supérieur, c'est ce dont tu as besoin, quoi. C'est bien de parler de moi supérieur en plus pour finir cet épisode, parce que non, mais c'est à lui qu'il faut se confier et s'en remettre pour s'en sortir en général, je crois, parce qu'il y a quelque chose en nous qui a la vie en lui, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est divin, c'est un truc comme ça, non? Complètement. Et ce truc-là, c'est fou. Mais moi, c'est un truc qui me fait halluciner quand même, c'est de voir comment c'est souvent les mêmes personnes qui vivent des choses comme si c'était la loi des séries, c'est-à-dire toi, tu me racontes ton enfance, cette histoire dans un... Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est les addicts dans les groupes de parole, il y a beaucoup d'histoires comme toi, de gens... Enfin, moi, j'ai pas eu tout ça. De gens qui ont des enfances terribles, abandon, mort des parents, toxico les parents, viol, inceste. C'est-à-dire ça cumule, quoi. T'as eu l'impression, ça, de te dire, putain, ça cumule ton enfance? Pas du tout, parce que pour moi, c'est lié. Ah, voilà. Mais pour moi, c'est pas un cumul. Voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est pas un hasard. Ah non, pas du tout. Pour moi, c'est absolument... Et d'ailleurs, c'est ça... En fait, c'est aussi pour ça que je vais si bien maintenant. C'est que j'ai réconcilié au sens littéral, remis dans le même cercle, dans la même... tous les éléments problématiques ou traumatiques de ma vie. C'est-à-dire que d'un coup, il y a un tout avec mon enfance, les parents que j'ai eus, la mère surtout, parce que mon papa, il était super, il a fait ce qu'il a pu. En fait, il était pas là quand j'étais petite.
Et après, on a eu une relation magnifique, mais c'était un peu trop tard. Mais donc, en tout cas, la maman que j'ai eue, les violences que j'ai subies, la manière dont est fait mon cerveau, les relations amoureuses que j'ai eues après, les révélations que j'ai eues, mes addictions, tout ça pendant longtemps j'ai vécu comme si j'étais. L'image que j'employais très souvent, c'est j'ai l'impression d'être un bouchon à la surface de la mer. C'est un bouchon de liège, tu sais, qui se laisse, qui n'a pas le choix en fait, qui subit les flots, les ressacs, voilà. Et là d'un coup, hop, tout fait sens. J'ai compris. Tu vois, j'ai compris le lien entre les choses. Et donc maintenant, en fait, le chemin, c'est accepter. C'est OK, voilà, je suis cette personne-là, cette personne qui a vécu ça, et donc ça, et donc ça. Tu sais, on dit souvent que les personnes qui ont... quasiment toutes les personnes qui sont violées pendant l'adolescence ou au début de leur âge adulte sont des personnes qui ont été violées enfants. Oui, voilà. C'est pas un cumul. Hein. C'est pas la loi de Murphy. C'est parce pas la que, loi de Murphy. en fait, cette chose qui a été cassée en LE lors de leur enfance va appeler énergétiquement les prédateurs sexuels. Complètement fou. Ça sera l'objet d'un autre épisode de 6 heures. Ouais. J'aurais encore aimé continuer des heures. Mais moi, je veux bien revenir pour parler des drogues positives. Je reviendrai pour parler de l'Ayurveda et de l'ayahuasca. On en parlera, mais on pourra en parler dans ton bain aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça peut être pas mal. Je te remercie vraiment, Noémie. Vraiment, merci, c'était incroyable cet épisode. C'est fabuleux cette histoire. Merci. Merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.